Tous les candidats aux élections parlent du chômage sans nécessairement savoir de quel sentiment d'abandon il s'accompagne. Alors je vais vous rapporter une comparaison que je tiens d'un des clients du bar qui m'a dit « J'ai connu le chômage quand j'habitais Toulouse et j'ai connu le cancer aussi et je suis bien placé pour te dire que c'est presque pareil ». Le type qui me parlait était un célibataire un peu mystérieux qui avait une petite maison basse à l'entrée du pays, laquelle était à l'époque sa résidence secondaire. Il vivait à Toulouse dans un appartement tout blanc et il n'avait dit à personne qu'il était au chômage. On l'a compris que quand il est revenu au village pour y passer l'hiver, il a préféré donc quitter son logement de Toulouse et payer l'essence pour aller à ses entretiens d'embauche, donc faire des allers-retours. Du coup, finalement, tout le monde l'a su au village et puis après, il a fait un cancer, pas trop méchant, mais quand même avec chimio. Et là, tout le monde l'a su aussi. Une indemnité affection de longue durée est venue soulager un peu, enfin si l'on peut dire, ses souffrances de chômeur en même temps. Et cette période noire a quand même duré 2 ans. Il en avait 40. Et finalement, il s'en est tiré, c'est-à-dire qu'il a retrouvé un travail et une santé. Mais quand il m'en parle, c'est pour souligner à quel point le comportement individuel des gens à l'égard des faillis, des chômeurs, des malades n'a rien à voir avec leurs convictions sociales. Quand on leur en parle collectivement, et ça s'entend au bar de Campagnol, les gens se disent, comme Mélenchon ou Marine Le Pen, que le chômage est une injustice, comme la maladie. Mais, me dit mon gars au comptoir, on sent qu'il récite une leçon. Parce que la loi de la meute, c'est qu'on a tellement peu envie de ressembler aux chômeurs et aux malades, aux gens qui sortent du groupe, qu'on a tendance à se dire, ils ont dû faire quelque chose de mal pour être mis à l'écart. Ainsi, moi, me dit-il, quand j'étais sans un rond et sans grand espoir de survie, j'avais l'impression que j'étais contagieux, que j'attirais la foudre, que les gens ne me parlaient plus par crainte d'être électrocutés. Et dans les nichés de canards ou de canaris, l'animal malade est abandonné lui aussi quand il n'est pas tué à coups de bec par ses congénères. C'est la loi naturelle. Et t'auras beau faire, il en reste toujours quelque chose dans les nichés humaines. Dans les moindres villages, ça se voit aussi. Au début, j'ai trouvé qu'il allait un peu fort. Mais soudain, je me suis souvenu qu'au bar du coin, là, comme ça, il y a 2 ou 3 personnages un peu sournois qui me disent, oui, en ce moment même, qui me disent, c'est bizarre, on te lit plus tellement dans les journaux. Pour un écrivain, le genre on te lit plus tellement, c'est comme on te voit plus pour un acteur, c'est un peu l'équivalent du cancer, si vous voulez. Et pour les acteurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais les écrivains qu'on ne lit plus, soit ils n'ont plus rien à dire, ce qui, vous me le concéderez, n'est pas tout à fait mon cas, soit on les empêche de le publier. Et là, lorsque timidement j'essaye de convaincre mon interlocuteur que je n'ai rien fait pour que ma prose soit devenue hors la loi, et que dans mon métier il est fréquent qu'on mette des gens en quarantaine, il me répond, en baissant la voix, comme si j'étais un chômeur cancéreux, que c'est vrai, mais que c'est comme ça. Et le rapport existe bel et bien. Vos lecteurs qui vous écrivez par centaines ne vous demandent plus ce que vous devenez. Vos propres collègues écrivains ou journalistes, pour conserver leur place au soleil, n'ont aucune envie de vous offrir une colonne. De sorte que vous comprenez très bien comment fonctionne le stalinisme ou le maccarthisme. Il s'agit moins de vous obliger à changer d'avis que de vous empêcher de propager votre vérité et d'avoir une influence sur quiconque. Mais là, je ne suis pas sûr que ça marche éternellement. Le cas échéant, confirmez-le moi, merci.